Bonjour, c'est Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver pour l'hebdo de Monde Numérique. Cette semaine, on va parler d'innovation dans l'automobile. Alors que le mondial de l'auto vient de s'achever, rencontre exceptionnelle avec le directeur de l'innovation du commissariat à l'énergie atomique qui planche sur la voiture du futur. On a principalement 3 grands domaines, la propulsion électrique, la conduite autonome et les carburants. L'assistant vocal Alexa fête ses 8 ans. Que s'est-il passé tout au long de ces années ? Réponse avec le responsable d'Alexa en France. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 fonctionnalités qui permettent aux Français d'interagir avec leur assistant vocal, de contrôler leur maison, d'accéder à des contenus. Et côté innovation toujours, vous découvrez un collier connecté pour chien qui sert à détecter les maladies. Bienvenue dans l'hebdo numéro 65. Monde numérique, Jérôme Colombin. Mais avant cela, voici l'actu de la semaine. L'actu tech de la semaine, c'est tout d'abord le rachat de Twitter par Elon Musk. Voilà, c'est fait. Après un interminable feuilleton débuté en avril dernier, le milliardaire américain a officiellement pris les clés du réseau social au petit oiseau bleu le 27 octobre. Montant de l'opération, 44 milliards de dollars et une entrée fracassante. Immédiatement, Elon Musk s'est fendu de quelques tweets provocateurs dont il a le secret. L'oiseau a été libéré, a-t-il écrit par exemple. Et sitôt entré dans la bergerie, le loup n'a pas tardé à montrer les crocs. Elon Musk a immédiatement licencié plusieurs dirigeants de Twitter, dont le PDG Parag Agrawal, ce qui en réalité n'est pas vraiment une surprise. La question maintenant, c'est surtout de savoir ce que le patron de Tesla et de SpaceX va bien pouvoir faire de ce réseau social, qui malgré sa taille, somme toute assez modeste, est devenu l'un des plus influents du monde. Si on revient au début de l'histoire, Elon Musk a promis de transformer Twitter d'abord en une machine rentable, avec de la publicité ciblée et aussi avec un système de paiement comme le réseau social chinois WeChat. Mais c'est surtout sur la question des contenus, des publications qu'on l'attend au tournant. Et là, il faut bien dire qu'on a un peu de mal à suivre Elon Musk. Car d'un côté, il affirme qu'il veut faire de Twitter un véritable espace de liberté d'expression, comme il dit, car pour lui, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il annonce même que les comptes bannis seront réactivés, alors on pense immédiatement à Donald Trump par exemple, et puis d'un autre côté, il annonce qu'il veut en finir avec les propos extrémistes de droite ou de gauche et les faux comptes, donc on est évidemment curieux de savoir comment il va réussir à faire ce grand écart. En fait, on est en droit de se demander si Elon Musk comprend vraiment comment fonctionne un réseau social comme Twitter et s'il réalise vraiment où il a mis les pieds. Écoutez ce qu'en disait la chercheuse en sciences sociales spécialiste des médias sociaux, Leila Merck, que j'avais interviewée pour Monde Numérique en avril dernier. Pour une fois, c'est pas un projet ni économique ni technologique qu'il a en fait. On voit bien que technologiquement, il veut faire quelques petits changements sur Twitter, mais c'est pas vraiment la raison de son achat. Le projet économique, on est tous d'accord que c'est pas, voilà, l'entreprise, elle fait 1 milliard les bonnes années avec le vent en poupe. Et donc finalement, qu'est-ce qui nous reste ? C'est un projet politique et c'est surtout une course internationale et il sera ni le premier ni le dernier au monopole de l'espace public d'expression en ligne. Et c'est ça que je trouve, moi, très dangereux et qui révèle, en fait, les failles de notre gouvernance mondiale de l'Internet. Qu'est-ce qu'il va faire, d'après vous ? Il a l'idée qu'il y a de la censure. Il a l'idée que Twitter devrait être un espace de débat et qu'aujourd'hui, il n'en a plus les moyens. Déjà, on part sur des présupposés de base qui, pour moi, sont un peu compliqués à défendre, étant donné que le débat n'a jamais été interdit sur ces plateformes de réseaux sociaux. Ce qui est interdit, c'est l'effet de masse, c'est le harcèlement, c'est l'invective. Si le débat était interdit, Trump aurait été, en tout cas, si certaines idées étaient interdites, Trump aurait été viré de cette plateforme il y a bien longtemps. Donc déjà, sur cet aspect-là, il est difficile de comprendre puisqu'on a un peu l'impression qu'il se bat contre des chimères d'une certaine manière ou contre des chimères qu'il imagine bien plus grandes que ce qu'il n'en est. Il a quand même pour lui le fait et il le fait d'une manière que moi je trouve très très dangereuse, mais de mettre en lumière un vrai sujet qui est la protection de la liberté d'expression. Encore une fois, le débat n'est absolument pas interdit, les sujets ne sont pas interdits, mais, et on est assez d'accord avec lui là-dessus, la liberté d'expression n'est pas toujours protégée sur ces plateformes, notamment par manque
de moyens, notamment par manque de compréhension de certains contenus, par manque de traducteurs. Il faut savoir que les équipes Twitter sont quasiment toutes anglophones, donc c'est déjà compliqué pour eux de traiter les contenus en anglais, mais alors les contenus en français, et puis après, je vous imaginez sur toutes les différentes langues qui peuvent exister. Donc déjà, ça, il le comprend assez peu. Mais en plus, lui, il est vraiment dans cette idée que cette liberté de parole est en danger et qu'il doit restaurer un peu le monde tel que lui l'imaginait, qui est en fait le monde d'avant Trump et qui est en fait un monde très violent qui laisse la place à celui qui crie le plus fort. Voilà, bon, c'est un point de vue. En tout cas, vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, cette interview en intégralité de Leila Merck qui date du 30 avril 2022 sur le fil de Monde Numérique. Et puis, ironie de l'histoire, eh bien, c'est le jour où Elon Musk a pris la tête de Twitter qu'en Europe, le DSA, le fameux règlement européen sur les services numériques, est officiellement entré en vigueur, ce qui a permis notamment au commissaire européen Thierry Breton de préciser quoi que fasse Elon Musk, l'oiseau Twitter volera selon nos règles, autrement dit selon les règles européennes. Le chiffre de la semaine, c'est celui de la dégringolade du groupe Meta de Mark Zuckerberg qui semble avoir bien du mal avec son métavers. 21 milliards de dollars, c'est le montant englouti par le Reality Labs, cette division du groupe Meta qui planche sur le métavers. 21 milliards de dollars pour pas grand-chose, ou en tout cas pour pas assez, selon certains. Hormis la présentation du nouveau casque Meta Quest Pro et de tout un tas de projets futuristes en matière de réalité virtuelle, tout récemment, eh bien, le métavers, visiblement, ça ne passionne pas les foules. La plateforme Horizon Worlds ne compterait à ce jour que 200 000 utilisateurs mensuels, et on sait que même en interne, il a fallu pousser les employés de Meta pour qu'ils s'y intéressent un peu. Alors bon, sur les investissements, après tout, Zuckerberg fait ce qu'il veut avec son argent, mais le problème, c'est que tout cela semble rejaillir sur la santé financière et boursière du groupe, qui a littéralement plongé en bourse. L'action Meta s'est effondrée de 25%. Les investisseurs semblent toujours aussi sceptiques. Ils ne suivent pas, visiblement, Mark Zuckerberg dans ses rêves de monde virtuel parallèle. Mais lui n'en démord pas. Il assure que dans 10 ans, l'histoire lui donnera raison. En tout cas, le métavers, ce n'est pas forcément qu'une lubie de Mark Zuckerberg, c'est aussi un futur qui se rapproche et qui semble maintenant intéresser les pouvoirs publics, y compris en France. Un rapport vient d'être rendu au gouvernement sur le métavers, un rapport qui fait plusieurs constats et propositions. D'abord, les auteurs encouragent les acteurs français, privés, publics, c'est-à-dire entreprises du secteur et instances étatiques à se saisir du sujet du métavers, histoire de ne pas passer à côté, si jamais ça débouche vraiment sur quelque chose. Et puis, il s'agit aussi de se préparer à une éventuelle régulation de ce nouvel espace virtuel. Enfin, les rapporteurs suggèrent de créer un institut de recherche et de coordination du métavers. Une instance sur le modèle de l'IRCAM, c'est l'Institut du son, qui serait à la fois, je cite, un laboratoire de recherche en informatique dédié aux arts immersifs, un lieu de coordination entre chercheurs et artistes pour la création d'œuvres immersives innovantes dans les métavers et un comptoir d'expertise pour toutes les institutions culturelles concernées. Voilà une approche très artistique et culturelle du métavers, et donc finalement très française. Pour terminer cette séquence actu, une décision de justice qui ne va pas faire plaisir aux gamers. Revendre un jeu vidéo dématérialisé d'occasion est interdit. Alors en fait, ça l'était déjà, mais la Cour d'appel de Paris vient de le confirmer dans une décision du 21 octobre dernier. C'est une affaire qui fait suite à une action en justice de l'association Que Choisir contre l'éditeur de jeux vidéo Valve. L'organisation de consommateurs mène en fait une vraie bataille depuis 2015 pour essayer de permettre aux usagers, aux gamers qui ont acheté des jeux mais sous forme dématérialisée, de les revendre d'occasion, comme on l'a toujours fait avec des jeux dans des boîtes, des CD-ROM, etc. En première instance, dans cette affaire, le tribunal de grande instance de Paris avait donné raison à l'UFC Que Choisir, estimant que les joueurs qui ne voulaient plus jouer à un jeu, même téléchargé, pouvaient le revendre. Mais la Cour d'appel vient donc d'invalider ce jugement. Et en fait, ce qui coince, ce sont les droits d'auteur. Selon les magistrats, les jeux vidéo ne sont en effet pas de simples programmes informatiques, mais ce sont également des œuvres de créateurs
et donc, à ce titre, protégés contre la revente qui risque de les léser. Une décision qui, si elle fait jurisprudence, pourrait bien sonner le glas du marché d'occasion du jeu vidéo dématérialisé, sachant que les jeux en téléchargement, c'est de plus en plus courant en réalité. L'innovation de la semaine, c'est un projet un peu fou, envoyer de l'électricité sans fil par satellite. Une manière étonnante, peut-être, de fournir de l'énergie dans le futur à n'importe quel coin du globe. Alors l'innovation vient d'une entreprise néo-zélandaise baptisée Emerald, qui a mis au point une technologie de transmission d'électricité via des ondes électromagnétiques, des ondes un peu qui ressemblent au Wi-Fi. Des tests viennent d'être réalisés pour le compte de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Alors ça fonctionne avec de grosses antennes carrées d'environ 2 mètres de côté, distantes de plusieurs dizaines de mètres. Et ça marche. Ça a même été testé jusqu'à 200 mètres. L'idée, c'est d'aller encore plus loin en développant donc un système capable d'envoyer de l'électricité depuis des satellites situés dans l'espace, donc à une centaine de kilomètres de la Terre. Alors à quoi ça pourrait servir ? Eh bien, il y aurait plusieurs applications possibles. D'abord, par exemple, à produire de l'électricité solaire dans l'espace à l'aide de panneaux solaires. Il paraît que ça marche beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et ensuite à renvoyer cette électricité sur Terre. Mais aussi à transmettre de l'électricité d'un point du globe vers un autre très facilement. Par exemple, on produirait de l'électricité solaire dans un désert gorgé de soleil et on pourrait l'envoyer instantanément via les satellites à un autre coin du globe, dans une ville, dans un autre pays, même si c'est la nuit. Un système qui paraît donc assez incroyable. L'objectif derrière tout ça, c'est bien sûr de favoriser l'énergie électrique propre afin d'atteindre les objectifs zéro carbone d'ici 2050. Il faut savoir que l'armée américaine travaille déjà sur ce genre de dispositif depuis plusieurs années. L'entreprise Emerald prévoit de commercialiser sa technologie à partir de 2024. Il est temps de passer aux interviews de Monde Numérique. 3 interviews cette semaine. D'abord, une rencontre exceptionnelle avec le directeur de l'innovation technologique du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, mais pas du tout pour parler de nucléaire. On va parler de voitures du futur, une thématique dans laquelle le CEA est très impliqué, vous allez voir. Interview également du responsable France de l'assistant Alexa. Alexa qui fête ses 8 ans, mais ses 4 ans en France. Et puis on retrouvera la CEO de la société française Invoxia qui vient de faire valider scientifiquement son fameux collier connecté pour chiens. Juste avant, je voudrais vous rappeler également l'existence du 2e podcast Monde Numérique. C'est Monde Numérique Interview, sur lequel vous trouverez en fait une sélection des meilleures interviews réalisées depuis que ce podcast existe. Monde Numérique. Bonjour Stéphane Sibert. Bonjour. Directeur de la recherche technologique du CEA. Alors pourquoi le CEA s'intéresse-t-il à l'automobile ? Alors, effectivement, le CEA est plutôt associé historiquement au nucléaire et on a l'impression que c'est un petit peu loin de l'automobile. En réalité, la voiture connaît aujourd'hui une révolution majeure avec la traction électrique et le véhicule autonome. Ça fait appel à des technologies de l'énergie et du numérique que le CEA développe historiquement depuis 50 ans. Et donc d'un seul coup, les technologies que nous fabriquons se retrouvent en phase avec les besoins de l'automobile. Alors ces technologies, quelles sont-elles précisément ? En quoi est-ce que vous pouvez contribuer à l'automobile du futur ? On a principalement 3 grands domaines. La propulsion électrique, la conduite autonome et les carburants. Ensuite, toute la partie capteur. Donc, nous, on s'intéresse en particulier au lidar, qui est le plus sophistiqué de tous. On essaye de faire un lidar entièrement intégré sur silicium, beaucoup plus compact, beaucoup moins cher. Donc, vous voulez créer un nouveau type de lidar plus compact, et vous en êtes où ? Alors, on a créé une start-up. On a construit une start-up pour ça, qui a pour but de développer un produit complètement intégré sur silicium, donc qui change complètement à la fois les performances. Donc le but du lidar, il faut voir à 300 mètres à travers le brouillard, etc. Bon, c'est assez compliqué à faire, et en même temps en baissant radicalement le prix de manière à ce qu'on ait un lidar qui soit comme les radars ou comme les caméras intégrables. Et que ça devienne un produit
pour à peu près toute la gamme, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Ensuite, on a toute l'architecture électrique et électronique de la voiture. Donc, vous savez sans doute que, au fil du temps, finalement, c'est devenu d'une très très grande complexité. On a jusqu'à plus d'une centaine de processeurs dans les véhicules haut de gamme, et ça devient au bout d'un moment ingérable parce que il y a trop de différences entre les systèmes d'exploitation des uns et des autres. Donc on revient vers des architectures centralisées. Bon, c'est évidemment Tesla qui a donné le coup d'envoi, qui a donné le là. Son idée, c'est à la fois de concevoir lui-même l'architecture, de l'imposer finalement à ses sous-traitants, et de concevoir y compris la puce à l'intérieur, donc il est devenu fabricant de puces. Et donc tous les constructeurs aujourd'hui se sont obligés d'emboîter le pas. Et donc nous, on a là aussi créé une start-up qui développe ces solutions pour le marché. Et puis enfin, on est présent dans le domaine des carburants, avec deux voies. Une voie à long terme qui consiste à utiliser les microalgues, les micro-organismes. Donc là, c'est la voie idéal, si je puis dire, mais il y a encore énormément de travail puisqu'il faut améliorer les souches, améliorer les conditions de production, mais bon, ça permet de faire directement un carburant complètement propre. Puis, en solution intermédiaire, le carburant synthétique qui est obtenu en recombinant finalement du CO2 qu'on récupère à la sortie de toutes les usines qui en émettent avec de l'hydrogène. Et pour ça, il faut évidemment produire de l'hydrogène propre, et ça nous ramène à la question de la mobilité hydrogène. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu, vous avez cité deux choses là qui interpellent. C'est quoi ce carburant propre dont vous parlez, parce que tout le monde ne connaît pas ça. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il faut restituer quelque chose qui est l'équivalent du carburant fossile, mais qui soit construit à partir de CO2 qui est capté dans l'air. Donc finalement, en produisant le carburant, on consomme le CO2, et c'est un peu le même principe que sur le bois. Finalement, le bilan de l'affaire est nul. Et donc, c'est la voie, évidemment, royale pour produire du carburant propre. Et pour ça, on développe une certaine qualité de microalgues qu'on fait circuler dans des serpentins qui utilisent donc la lumière et le CO2 pour, comme tous les végétaux. Donc c'est un carburant végétal. C'est un carburant d'origine végétale, mais qui évite d'avoir à stériliser des grandes quantités de cultures. Donc évidemment, c'est une voie qui n'oblige pas à choisir entre les cultures nourricières et puis... Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, les carburants d'origine agricole, en fait, la plupart du temps, sont faits au détriment de la production agricole. On est obligé de faire un arbitrage, et comme on a une pénurie alimentaire en même temps, c'est évidemment un problème. Alors, on continuera probablement dans l'immédiat, notamment pour l'aviation. Le fameux kérosène vert. Voilà, c'est ça. Mais ça ne va pas durer très très longtemps parce que les surfaces affectables seront limitées, et donc on cherche d'autres voies. Et puis il y a une voie qui est plus chimique, qui consiste à recombiner du CO2 capté dans toutes les sources industrielles, donc les cimenteries, les aciéries, les usines chimiques, tout ça émettent des masses de CO2. On a besoin de décarboner ces industries, c'est indispensable, sinon elles pourront pas durer. Et donc, en recombinant ce CO2 avec de l'hydrogène propre, on fabrique un carburant qui finalement n'a pas d'origine fossile. Et donc c'est le même principe, sauf que au lieu que ça soit du CO2 de l'air, c'est du CO2 produit par l'industrie. D'accord, mais ça laisse rêveur. Enfin, c'est plein de promesses, cette piste. Voilà, alors c'est en partie dans le domaine de l'aviation. Vous savez qu'il faut trouver une solution pour l'aviation. Bon, c'est les solutions les plus évidentes parce que malgré tout, faire voler un avion électrique, c'est quand même un peu compliqué. Mais ça commence à se faire. Ça se fait pour les petits vols, les petites distances, les petites capacités. Avions, mais pour les moyens et longs courriers, le poids des batteries est dissuasif. Pour en savoir plus, si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'interview intégrale de Stéphane Sibert, directeur de l'innovation technologique du CEA, lundi prochain sur le podcast Monde Numérique. Le 6 novembre 2014, Amazon lançait aux États-Unis son enceinte connectée Echo avec le célèbre système, l'intelligence artificielle Alexa. Alexa qui est arrivé en France 4 ans plus tard, en fait en 2018.
Du coup, chez Amazon, on fête l'anniversaire d'Alexa tous les ans, vers la fin de l'année, au mois de novembre. C'est l'occasion de faire le point sur les avancées technologiques et les usages de ce système. Alors même si l'adoption en France est encore assez faible, en 2019, les derniers chiffres faisaient état de 15% des foyers équipés d'enceintes connectées, contre 30% aux États-Unis. Eh bien, Amazon se veut positif. J'ai rencontré Clément Monjou d'Amazon France. Vous savez, Amazon est là pour dans le long terme. Donc nous, avant tout, notre projet était d'installer Alexa, d'installer cette marque, d'installer ce service en France et auprès des Français. Aujourd'hui, on révèle quelques chiffres d'une étude qu'on a menée cet été. C'est la première fois qu'on faisait ça en France et qu'on partage ces données en externe. Et plus de 74% des personnes interrogées connaissent la marque Alexa. Vous me prenez moi, il y a 4-5 ans, je n'aurais jamais espéré ce chiffre. Et surtout sur une technologie aussi avancée, aussi novatrice que celle-ci. Ils connaissent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un assistant Alexa à la maison. Alors, ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que aussi on est allé un peu plus loin. On a discuté avec des utilisateurs d'Alexa. Et un autre chiffre qui nous a beaucoup touché, et je pense qu'il pousse les équipes à venir travailler au quotidien, c'est que 84% des utilisateurs d'Alexa estiment que Alexa est utile dans leur vie quotidienne. Ils lui rendent l'appareil, ils lui disent je t'aime plus de 5 millions de fois l'année dernière. Donc visiblement, je pense qu'il y a un attachement. Oui, utile parce que c'est parfait pour minuter la cuisson des œufs à la coque, pour faire des rappels pour les courses, pour ces choses-là, très pratiques, c'est ça ? C'est un peu cet esprit de l'intelligence ambiante, c'est-à-dire pouvoir accéder à un assistant, à un service, sans sortir son téléphone de sa poche, sans prendre une tablette ou un ordinateur. Voilà, simplement demander quelque chose et y accéder. Quelque chose me passe en tête, je le dis. Trouve-moi une recette de gâteau au chocolat pour l'anniversaire de ma fille. Voilà. Mais d'autres choses aussi intéressantes. La maison connectée. La maison connectée, aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette étude, c'est la première raison d'achat d'un assistant Alexa pour les Français. Donc, contrôler leur maison. Je pense aussi le contexte actuel fait que probablement les Français vont aussi avoir envie de mieux la contrôler, de savoir ce qui se passe, d'éteindre la lumière ou le chauffage, de contrôler la température. Voilà, on pense que cette interface... Mais au début, ça ne pilotait que la lumière. Historiquement, oui, en effet, quand on lance notamment Alexa aux États-Unis, il n'y avait que le contrôle de la lumière. Et au fur et à mesure, on a enrichi les fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est peut-être capable de toutes les citer, mais une grande quantité d'usages liés à la maison connectée qui sont possibles. Il y a encore quelques semaines, on a rajouté, en partenariat avec Somfy, la possibilité de contrôler un portail. Somfy est un leader, ou une autre fonctionnalité rajoutée spécifiquement pour la France, les volets roulants. Ah, les volets roulants. roulants. Parlons des volets roulants. Demandez à un Américain ce qu'est un volet roulant. Mais c'est mon dada, les volets roulants. Ouais, voilà. Et moi, il pense que mon volet est une lumière. Ah, c'était étonnant. Il classe systématiquement les volets dans les lumières. Donc vous imaginez le problème. Éteint la lumière, il ferme les volets. C'est problématique en effet. Je pense qu'on peut regarder ensemble ce qui se passe. Bon, c'est un problème chez moi alors, d'accord. Parce que je sais que pendant longtemps, c'était plus grave que ça. Je n'étais pas le seul concerné en fait. Fin de la parenthèse. Donc la maison connectée, c'est vraiment un axe très important pour vous encore aujourd'hui. Oui. Au début, il fallait systématiquement installer des skills. On est toujours sur cette logique-là où vous avez plus intégré, il y a plus d'équipements qui sont reconnus nativement. Aujourd'hui, sur la maison connectée, il y a toujours cette nécessité de skill. Cette skill permet à un partenaire de s'interfacer avec le service vocal Alexa, mais aussi à un utilisateur proactivement dire qu'il veut connecter un produit tiers à Alexa. Donc la skill est nécessaire. En revanche, il y a plein de fonctionnalités qu'on a rajoutées au sein de cette skill. Par exemple, lorsque je prends l'exemple de Netatmo, je vais rajouter une tête thermostatique chez moi. Cette nouvelle tête thermostatique va se rajouter automatiquement dans Alexa parce que j'ai mis cette skill. Donc on va avoir une sorte de proactivité
dans l'interface qu'on a créée avec nos partenaires. Donc on essaie de faciliter ça. On a aussi d'autres services qui sont pour la première installation. Vous l'avez peut-être découvert en installant nos derniers produits Echo. L'installation se fait sans aucun souci. C'est très fluide, très rapide. C'est très fluide. Ouais. Le mot de passe est stocké dans votre compte Amazon de manière sécurisée de votre Wi-Fi et vous branchez l'appareil, il est setupé. Même chose pour un Kindle ou autre. Et aussi, c'est une technologie qu'on va apporter dans les produits Smart Home. D'accord. C'est quoi les prochains développements, les prochains types de produits Smart Home que vous aimeriez intégrer ? Je pense qu'il y a toujours une marge de progrès. Je pense qu'aujourd'hui, on a une couverture des usages Smart Home qui est assez importante. On a plus de 140 000 produits compatibles Works with Alexa. Je pense que ce qu'on aimerait améliorer aussi, c'est s'assurer que toutes les marques locales soient compatibles avec Alexa, et ça c'est notre travail typiquement avec les équipes de Legrand et Netatmo. Local, vous voulez dire de nos équipes Amazon basées dans les territoires. D'accord. C'est lorsque Legrand rajoute une gamme iconique d'interrupteurs, s'assurer qu'elle soit aussi compatible avec Alexa. Donc on va plus aller en profondeur, mais on pense aujourd'hui qu'on a une couverture assez large d'Alexa sur le Smart Home. En revanche, vous avez des nouveaux produits qu'on a pu annoncer récemment, notamment autour de la sécurité de la maison. Donc comme notre gamme de caméras Blink qui s'interface avec Alexa, permet d'avoir soit une sonnette ou de vérifier ce qui se passe chez soi. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on rajoute assez récemment. Et puis il y a l'arrivée des protocoles Matter qui devrait un peu simplifier les choses. C'est ça. En effet, Amazon fait partie du consortium et nous avons travaillé étroitement avec les équipes. D'ailleurs aussi les équipes de Legrand, c'est toujours amusant, je trouve. C'est aussi ce type de collaboration, on retrouve les grands du domaine. Donc voilà, donc on va rendre, nos produits vont devenir des hub Matter prochainement, vont permettre de faciliter la connexion de produits connectés. Et puis vous développez beaucoup de contenu, ça va des blagues aux histoires pour les enfants, en passant par... ça sont des choses qui sont développées spécifiquement pour Alexa. Il y a deux types de contenus. Il y a à la fois les contenus qu'on va développer en interne, les contenus de nos partenaires qui vont décider de les rendre accessibles sur notre plateforme. Sur le premier point, dès la genèse d'Alexa, on a une équipe d'écrivains qui a créé la personnalité d'Alexa, qui a créé des contenus pour nos utilisateurs. Et ça va de blagues à des histoires pour enfants, à des easter eggs, des chansons. En France, elle a plutôt un talent pour ça. Easter eggs, les autres packs, les petites blagues cachées. Les blagues cachées ou les réponses cachées. Donc ça, nos utilisateurs en sont friands. Donc oui, on a des équipes en interne qui créent cette expérience de contenu. Tout à l'heure, on présentait le premier podcast d'Alexa. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle fasse aussi son premier album. Ça pourrait être une nouveauté. Mais le premier podcast d'Alexa qui fait découvrir les régions françaises. Et sur le deuxième point, il y a aussi tous les services et les contenus proposés par nos partenaires. Donc ça, en effet, la plupart d'entre eux sont disponibles dans des skills et l'utilisateur va pouvoir les invoquer par la voix en demandant le nom de tel ou tel service, telle ou telle marque, mais aussi accéder à des usages qui sont particulièrement en France, comme la radio, par exemple, ou alors musique. Aujourd'hui, Alexa en France, c'est plus de 535 millions d'heures d'écoute musicale depuis sa création. C'est assez impressionnant. Ça fait 60 000 ans de playlist. Clément Monjou, petite question pour aller un peu plus loin. Vous parliez de vos équipes qui travaillent à la création de la personnalité d'Alexa, parce que ça a été le choix dès le départ, d'en faire quasiment une personne, avec un prénom d'ailleurs. Certains disent que ce n'est pas une bonne chose en termes de relation avec les machines. La chercheuse Laurence de Villers, par exemple, que j'ai interviewée, dit attention, il ne faut surtout pas que ces assistants vocaux aient une personnalité, ou en tout cas qu'il y ait confusion. Parce que peut-être, notamment pour les plus jeunes ou pour les plus âgés, il y a un risque de confusion. On oublie que c'est une machine, en fait. Mais vous, votre choix qui a été fait, c'est de faire oublier que c'était une machine. Je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'au-delà d'avoir une personnalité, c'est qu'il y avait des choses à raconter. De mon expérience utilisateur, je pense qu'il y avait trop d'expériences vocales par le passé qui étaient purement fonctionnelles. Je pense qu'Alexa permet de raconter plein de choses, de nous aider sur plein de choses. Donc non, je ne pense pas que ce soit un souci, mais on a des équipes qui travaillent très consciencieusement
à établir ces bonnes expériences aussi. Donc, par exemple, ce qu'on a lancé aujourd'hui, il y a quelques semaines, à destination des enfants de 3 à 12 ans, Amazon Kids pour Alexa, créer une expérience dédiée pour les enfants. Donc, lorsque le parent va activer cette expérience sur un produit éco, à ce moment-là, les interactions avec Alexa vont changer. On va avoir, typiquement, elle va se mettre à tutoyer au lieu de vous voyez. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nos équipes ont travaillé pour être au plus près. Et les contenus qui vont être accessibles, typiquement des questions de science, Alexa va y répondre différemment. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez ? Typiquement, il y a des expérimentations qui consistent à faire dialoguer des personnes avec des avatars de personnes décédées. Est-ce qu'un jour ça pourrait arriver ? Est-ce qu'un jour je pourrais parler à mon grand-père via Alexa ? Ou bien non, c'est quelque chose que vous ne ferez pas ? Alors, Vous n'êtes pas penché sur la question ? Pas nous en France. Vous savez, nous, notre objectif, c'est de faire que Alexa soit utile dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, notre travail, parler avec son grand-père décédé, raconter des histoires, je ne sais pas, nous on pense en tout cas que les histoires sont mieux racontées par des acteurs professionnels, donc c'est typiquement l'exemple qu'on a fait en travaillant avec Universal sur l'expérience qu'on présente aujourd'hui, sur des histoires pour enfants. Donc non, ce n'est pas quelque chose sur lequel aujourd'hui en France on travaille. Ça veut dire que vous contrôlez tous les contenus qui sont accessibles via Alexa ? L'ensemble des contenus disponibles sur Alexa sont certifiés par nos équipes en interne et répondent à une charte d'utilisation. Donc il y a des types de contenus qui sont proscrits, l'alcool typiquement, pour parler de ce type de choses. Aussi les voix d'autrui, voilà, il ne peut pas avoir d'autres voix ou de contenus sensibles disponibles sur Alexa. C'est-à-dire que par rapport à un smartphone, par exemple, vous êtes encore très maître de votre écosystème. C'est ça. On veut s'assurer à deux aspects. Il y a un contrôle fonctionnel et il y a un contrôle du contenu. On veut s'assurer que, par exemple, dans le cadre des skills qui sont publiés sur notre plateforme, elles fonctionnent correctement. Ce contrôle fonctionnel, c'est qu'il y a un bon dialogue qui va se faire entre l'utilisateur dans l'interaction et dans l'architecture de la skill. Deuxième élément, c'est quel est le contenu qui est servi. Et ce contenu doit répondre à une charte établie par Amazon qui correspond à des contenus qu'on estime être appropriés pour des larges publics. Merci beaucoup Clément Monjou, Senior Manager Business Development d'Alexa. Tiens, et vous, est-ce que vous avez un assistant vocal à la maison ? Est-ce que vous l'utilisez ? Dites-le moi en répondant au petit sondage disponible sur le site mondenumérique.info ou en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. Monde numérique. Allez, on va s'intéresser à la technologie au service de la santé des animaux de compagnie, avec une innovation française qui va vous intéresser si vous êtes propriétaire de chiens. Il s'agit d'un collier connecté pour surveiller l'état de santé de votre chien. Un produit innovant mis au point par la société Invoxia qui vient d'être validé scientifiquement. On en parle avec Amélie Caudron, CEO d'Invoxia. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors en quoi consiste ce collier connecté pour chiens ? Donc ce produit, c'est le Smart Dog Collar. C'est un collier pour chiens réinventé. C'est le premier collier avec un suivi de santé à 360 degrés. Donc avec le suivi de données cardiaques et respiratoires, le données de suivi d'activité et le données de suivi les données de position pour suivre un chien qui pourrait s'égarer ou se perdre. Oui, donc une localisation GPS en fait. Voilà, ça s'appuie sur les projets qu'on avait avant qui étaient des balises GPS. Et là, on va vraiment plus loin dans la santé du chien en intégrant un certain nombre de capteurs et des algorithmes d'intelligence artificielle pour aller chercher ces données, notamment de santé cardiaque, qui sont une grande première dans le domaine de la santé animale, puisque ce sont des données qui sont très difficiles à aller chercher sur un chien. Pourquoi est-ce que c'est une première exactement ? Alors donc, classiquement, pour obtenir les données de rythme cardiaque et rythme respiratoire du chien, en fait, il faut soit l'équiper avec des équipements médicaux lourds, donc il va falloir raser le chien, mettre des électrodes, strapper, laisser le chien qui est engoncé dans
dans son harnais et qui peut pas bouger pendant 24 heures. Et c'est très contraignant. Le chien est pas forcément volontaire. Et donc aujourd'hui, on travaille avec un board scientifique de vétérinaires, et quand on leur demande typiquement quelle est la corrélation entre tel paramètre et la santé du chien, ils disent ça a jamais été testé à grande échelle parce que c'est très difficile d'obtenir ces données. Donc là, en fait, on va avoir accès à un grand nombre de données sur des chiens qui vont être en bon état de santé et qui ont un certain nombre de maladies cardiaques. Et on va être capable d'aller plus loin dans le diagnostic et la prévention, sachant que la maladie cardiaque du chien, c'est très très fréquent, c'est un motif de consultation sur 10, donc il y a à peu près 10% des chiens qui sont diagnostiqués avec une maladie cardiaque, et ça atteint beaucoup les gros chiens et les petits chiens qui évidemment peuvent pas s'exprimer, donc souvent ça va être diagnostiqué une fois que c'est trop tard. Alors, comment ça se présente exactement ? En fait, ce que vous avez mis au point, c'est un collier, collier connecté, collier électronique, que le chien va porter en permanence. Voilà, l'idée c'est le chien le porte autour du cou et le maître n'a rien à faire. Il va avoir toutes les données de santé, d'activité dans l'application, et en fait plus le chien porte le collier, plus on va apprendre à le connaître. On va connaître ses données moyennes et normales, et on va être capable de voir du coup si on s'en éloigne, ce qui pourrait indiquer effectivement un problème qui peut être cardiaque ou autre, mais un problème sur son niveau de vitalité, sur son rythme cardiaque, sur son rythme respiratoire. Aujourd'hui, un chien qui a fait une insuffisance cardiaque, on demande au maître de mesurer son rythme respiratoire tous les soirs à la main pendant le sommeil du chien. Et c'est extrêmement contraignant, extrêmement stressant. Les gens le notent sur une petite fiche. Là, l'idée, c'est vous avez le collier sur votre chien et vous y touchez plus, et vous avez toutes les données, vous pouvez les partager avec votre vétérinaire. Vous avez des données objectives et en plus un suivi beaucoup plus fin, donc une capacité à détecter. Il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à anticiper les insuffisances cardiaques de leur chien, en fait, une crise, justement parce qu'ils mesurent tous les jours. Mais il faut imaginer que faire ça pendant 1 ou 2 ans, c'est extrêmement stressant pour le maître de chien. C'est destiné à qui ? À des maîtres de chiens qui ont déjà été diagnostiqués, ou bien c'est pour n'importe quel chien, pour des propriétaires de chiens inquiets, on va dire ? Alors, donc déjà, on va vendre ce produit au grand public. C'est pas un produit médical, c'est vraiment un produit. L'idée, c'est qu'on apporte aussi tout un tas de services autour de la localisation du chien, autour du suivi d'activité. On va aider le maître aussi autour de vérifier le comportement de son chien quand il reste tout seul, etc. Donc en fait, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on va construire un grand nombre de services. Et effectivement, ça va avoir une utilité particulière pour les propriétaires de chiens cardiaques ou pour les propriétaires d'un chien qui va être d'une race un peu prédisposée, ou d'un chien qui commence à vieillir, ou toute personne qui est soit inquiète, soit qui s'intéresse de près à la santé de son chien. Ça coûte combien ? Aujourd'hui, le collier va être commercialisé autour d'une centaine d'euros, et il va falloir un abonnement puisqu'il y a une carte SIM dans le collier qui va être de l'ordre d'une dizaine d'euros par mois. Alors, on peut dire quelques mots de la technologie qui est utilisée, parce que je crois que c'est ça qui est assez innovant, puisque vous l'avez dit, ce n'est pas invasif. Comment est-ce que ça marche pour capter ces fameux paramètres médicaux et paramètres de santé ? Oui, donc on utilise ce qu'on appelle de la sensor fusion. Donc l'idée, c'est on utilise plusieurs capteurs, des capteurs de mouvement et un capteur radar qui va être capable de déceler un mouvement vraiment infime de l'ordre du micromètre de la peau du chien. Et ça fonctionne quel que soit le type de poil, etc. Donc c'est des capteurs qui sont pas du tout ceux qui sont utilisés pour les humains par les Apple Watch et autres, par exemple. Derrière ces capteurs... Ça peut pas marcher. Si je mets une Apple Watch sur mon chien, ça va rien donner. Non, en fait, chez les humains, on utilise plutôt des capteurs optiques qui voient une différence de pigmentation de la peau au moment où le cœur bat, par exemple. Et là, ça fonctionne pas du tout, évidemment, avec les différents types de pelage du chien, entre un caniche frisé, un chien à poil long, ça va pas fonctionner. Et c'est pour ça que ces données étaient très difficiles à obtenir jusque-là. Pareil, si on veut faire quelque chose électrique et être vraiment au contact de la peau, avec le poil, c'est très compliqué. Là, on va vraiment s'intéresser à vraiment d'infimes mouvements autour du cou de la peau du cou de l'animal, ce qui va indiquer le rythme cardiaque et le rythme respiratoire au repos. Et pour ça, en fait, on utilise des algorithmes de deep learning qui sont vraiment développés. Aujourd'hui, on a déposé des brevets pour ce mix de capteurs et d'algorithmes de deep learning pour être capable d'aller chercher ces infos de rythme respiratoire, rythme cardiaque, qui sont
autrement très difficile. Avec un radar, en fait, c'est pas du tout interprétable à l'œil nu. Il faut vraiment aller entraîner des algorithmes pour reconnaître ce qu'on cherche à reconnaître. On parle des chiens, ça peut fonctionner aussi sur les chats ou pas du tout ? Alors, ou ça n'a pas d'intérêt ? Donc, il y a un fort intérêt pour les chats, c'est quelque chose qu'on explore. Après, on sait qu'un chat, d'expérience, puisqu'on a sorti, nous, en 2018, un pet tracker, donc un tracker GPS pour les animaux domestiques. Il y avait déjà des gens qui se plaignaient que notre tracker était trop lourd pour les chats, alors qu'il fait 15 grammes et que c'était vraiment le plus petit et le plus léger du marché. Donc, on sait que pour les chats n'aiment pas porter de collier, ils sont un petit peu réfractaires à cette technologie. Il y a des besoins côté médicaux, mais on sait que ça va demander un gros effort de miniaturisation. Ouais, il faudrait que les chats collaborent un peu, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Amélie Caudron, CEO d'Invoxia. C'est la fin de Monde Numérique numéro 65. J'étais ravi de passer à nouveau ces 40 minutes en votre compagnie. Monde Numérique, c'est tous les samedis matins, 40 minutes d'actu et d'interviews consacrées à l'univers de la tech sous tous ses aspects. Parlez-en à vos amis, faites connaître ce podcast et puis notez Monde Numérique sur les plateformes, 5 petites étoiles, un commentaire. Merci d'avance. N'oubliez pas le petit sondage sur les assistants vocaux sur mondenumérique.info. Je vous dis à samedi prochain.